Bien, donc bonjour à tous, donc je crois que c'est le moment de la session des cas cliniques. Et donc du coup on est parti nous sur Lyon, sur le collectif de préparation là, de ce cas clinique-là, sur un temps assez court dans le but de susciter la discussion. Et vous allez voir que finalement c'est un point, j'espère peut-être sur une problématique partagée, en tout cas on verra. Et donc le cas va être assez succinct et on va pas tellement rentrer dans les détails dans le but vraiment d'aller aux problématiques. Donc moi, Marc Lillo, je suis un des anesthésistes réanimateurs qui travaille aux Hospices civils de Lyon, donc à Lyon, et je travaille dans un groupement hospitalier, qui est un des groupements hospitaliers qui regroupe 3 hôpitaux. Un hôpital qui est dédié à la neurologie, principalement. Un hôpital qui est dédié à l'activité cardiaque, vasculaire, thoracique, dont fait partie la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardiaque pédiatrique. Et puis un hôpital, plus spécifiquement, orienté vers l'obstétrique, la gynécologie et la pédiatrie, dans lequel il existe une réanimation pédiatrique polyvalente, chirurgicale et médicale. C'était pour le contexte. Donc là, je vais vous présenter l'histoire d'un cas d'un enfant, d'un nourrisson qui a 11 mois, qui pèse à peu près 8 kg et qui finalement est en bonne santé, quand soudain, finalement, elle déclenche à J-15, sachant que J0, c'est la pause de l'ECMO, je vais un peu plus vite sur le sujet, mais à J-15, elle déclenche une diarrhée avec des selles molles sans fièvre, une altération de l'état général et une oligurie à J-4. Puis à l'arrivée aux urgences, eh bien, il détecte une anémie, une thrombopénie, et puis une lymphocytose avec une leucocytose importante, une CRP qui n'est pas si importante que ça, et une aptoglobine qui a baissé. Donc dans ce contexte-là, il la transfère directement en réanimation dans le centre hospitalier de Besançon, et en réanimation, il constate une dégradation progressive de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, jusqu'à 45%, associée à une augmentation des troponines et des BNP. Et l'enfant est mis à ce moment-là sous perfusion continue de chorotrope, de noradrénaline, puis elle est transférée à J0 en réanimation pédiatrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, donc de ce groupement hospitalier lyonnais. Il est diagnostiqué à ce stade un syndrome hémolytique et urémique à Escherichia coli vérotoxinogène. Le traitement mis en place à ce moment-là comporte des antibiotiques, l'azithromycine. Elle est transfusée avec des CGR, des concentrés plaquettaires. Le complément à ce stade est normal. Et puis il est débuté assez rapidement une cure d'écu Misumab, qui est donc le Soliris à 300 mg à J-3. Puis, progressivement, au cours de l'hospitalisation, il y a une altération de la vigilance avec une IRM normale, puis à J-1, une dysfonction rénale progressive, puis quasiment, très importante. À J0, on a une dégradation hémodynamique, l'enfant est intubé, en ventilation mécanique, on augmente le chorotrope et on décide à ce moment-là de débuter les cures de plasmaphéreses. À J0, on constate également 2 heures avant la mise en place de l'assistance une fraction de raccourcissement à 25%, et puis s'ensuit très rapidement une dégradation hémodynamique très rapide qui justifie le transfert à l'hôpital cardiologique qui est juste en face en urgence pour une pause d'une ECMO véno-artérielle qui à ce moment-là était cotée EQLA 001. Donc on a été un petit peu con de penser qu'on était que des imbéciles, mais du coup c'était une ECMO périphérique jugulo-carotidienne. Cette ECMO elle est posée au bloc opératoire alors que l'enfant est en arrêt cardio-circulatoire, donc sous massage cardiaque externe puis rapidement interne, externe tout le long. Excusez-moi, mais rapidement chirurgical champé. Et puis, à ce stade, on a déjà une midriase bilatérale, mais des bolus itératifs d'adrénaline. On a la mise en place de fortes doses d'adrénaline. Et puis, la cannulation veineuse 14, canule artérielle 10, un débit cardiaque théorique à 0,8 litres par minute qui n'a pas de difficulté à être maintenu. Et ceci permet une amélioration considérable des NIRS, mais une midriase bilatérale qui persiste, l'enfant est polytransfusé, puis transféré en réanimation de chirurgie cardiaque sur le même hôpital. Le lactate est bien évidemment très élevé en post-opératoire immédiat, puis va permettre de s'améliorer. On poursuit l'épuration extra-rénale
sur le circuit d'ECMO, et il est également poursuivi les séances de plasmaphéresis. L'enfant est anurique complet, l'écho rénal montre qu'il y a une dilatation modérée des pieds longs, mais il n'y a pas de grosses complications urinaires, sur l'arbre urinaire, pardon. Et puis l'échographie transthoracique montre un ventricule gauche qui est totalement akinétique. Donc là, on modifie les paramètres hémodynamiques progressivement. Il y a des petits épiphénomènes avec une suspicion d'entérocolite ulcéro-nécrotique, une antibiothérapie empirique qui est débutée, mais finalement la situation s'améliore assez rapidement, ce qui permet un sevrage de l'ECMO à J7, sachant que à ce stade on n'a pas eu de difficulté au niveau des circuits de l'ECMO et des canules de l'ECMO, qu'il a simplement été changé, enfin simplement, ça a été changé rapidement quand même dans un contexte d'urgence à J5 sur une prise d'air constatée sur la connexion avec l'épuration extra-rénale qui a entraîné quand même une hypotension, une bradycardie mais sans arrêt cardio-circulatoire. Il y avait également un épanchement péricardique qui a été toléré pendant toute la période de l'assistance circulatoire et qui a été du coup drainé au moment du sevrage de l'ECMO à J7. À ce moment-là, le cathéter d'épuration extra-rénale est remis en place en jugulaire à droite par le chirurgien au moment de l'ablation des canules d'ECMO. Puis l'évolution se fait progressivement, sevrage progressif des amines à J11, la poursuite de l'épuration extra-rénale en continu, les séances de plasmaphéresis jusqu'à J12. Au total, il y en a eu 9 séances. On poursuit les anticoagulants, les immunoglobulines monoclonales, donc le Soliris, à dose progressivement croissante. Et au point de vue neurologique, finalement, la situation n'est pas si pire, dans le sens où il y a des électroencéphalogrammes qui montrent qu'il n'y a pas de crise convulsive, les échographies transfrontalières sont normales, l'examen neurologique est finalement sensiblement normal, les fonctions motrices mentales supérieures qui sont conservées pour l'âge, et puis il y a des Dopplers qui sont faits en place et qui montrent qu'il n'y a pas de grosses dysfonctions. Là, je vous avais mis également un membre inférieur gauche, puisqu'on avait à ce stade également en pré-mise de l'assistance, une situation donc, de grosse défaillance hémodynamique pré-pose de l'ECMO et qui avait du coup justifié des ponctions itératives et assez rapides de la veine fémorale gauche et qui avait entraîné du coup un membre qui paraissait extrêmement rigide, limite un peu cadavérique à ce stade, mais finalement ça a bien récupéré au fur et à mesure de l'hospitalisation. Au niveau affectieux, il n'y avait pas grand-chose de particulier. L'alimentation, il n'y a pas eu de complications non plus. Le patient a été retransféré en réanimation médicale, donc toujours dans le même groupement hospitalier, mais à l'autre hôpital en face, l'hôpital pédiatrique à J14. Bon, il a fait le syndrome de sevrage, l'anémie hémolytique a persisté. Il a eu plusieurs cures supplémentaires des immunoglobulines. Il a eu également de la plasmaphéresis. Et puis finalement, on a pu arrêter l'épuration extra-rénale à J15. Après ça, l'enfant a été transféré dans le service de néphrologie à l'hôpital pédiatrique donc, de Lyon, à J21. Puis on a pu baisser à ce moment-là, adapter un peu les traitements en fait, baisser progressivement les diurétiques, les antihypertenseurs, faire un petit épisode diarrhéique, un rotavirus, sans grosse particularité. On a poursuivi le Soliris à dose progressivement décroissante, donc espacée en fait. Et puis l'IRM cérébral a montré qu'il y avait une atrophie cérébrale, donc sus et sous-tentoriale, avec une absence de perte, avec une perte de contact visuel, une hypotonie axiale, et il y a eu par contre une amélioration progressive, et notamment également une amélioration au niveau, comme je vous disais, du membre inférieur gauche. L'enfant a finalement été transféré en néphrologie pédiatrique à Besançon, donc dans son centre hospitalo-universitaire initial, à J36. Il a fait quand même un épisode de sepsis cutanée avec un staphylocoque métillaire, donc traité pendant quasiment plus que 2 semaines à Manco. Et au niveau neurologique, il n'y avait pas de choses particulières. On a simplement constaté cliniquement un trouble de l'oralité qui était modéré et qui s'est amélioré au fur et à mesure. Le Soliris a été poursuivi sur les protocoles de néphropédiatrie et l'oxacilline également. Enfin, cet enfant est toujours à l'heure actuelle suivi par les néphropédiatres avec une bonne évolution. Au niveau neurologique, il n'y a pas
de choses particulières qui sont constatées. Le Soliris a été poursuivi tous les 30 jours, jusqu'à ce que les résultats génétiques du syndrome hémolytique et urémique atypique, donc à la recherche du syndrome atypique, soient revenus négatifs formellement. Et puis il a les IEC qui ont été poursuivis et les résultats des dernières IRM qui montraient quand même, malgré un examen neurologique qui était normal, une atrophie cortico-sous-corticale à tous les étages, mais avec une petite amélioration des images par rapport à ce qui a été fait plusieurs mois auparavant. Les questions qu'on voulait revoir avec vous, finalement, c'est... Bon, il y a des questions un peu principales qui sont d'ordre médical, pardon, qui sont peut-être moins la problématique du jour, qui était donc la question de savoir s'il faut transfuser en CPA sur les syndromes hémolytiques et urémiques, la gestion des diurétiques en père et post-CVVH sur les néphropathies tubulaires aiguës, les microangiopathies du CHU, la plasmaphérèse, le Soliris, enfin bref, des questions peut-être qui vont davantage stimuler les néphropédiatres. Mais surtout, la question principale qu'on voulait vous poser, et connaissant un peu le contexte qu'on a eu nous, c'est finalement de savoir comment vous, dans vos centres respectifs, vous gérez l'organisation structurelle et fonctionnelle de ces patients qui sont a priori initialement non chirurgicaux, mais qui vont probablement à tout moment s'orienter vers une nécessité de prise en charge de d'assistance cardio-circulatoire en urgence sur une dysfonction cardiaque. Est-ce que, pour être pratique, est-ce que vous les rapprochez du centre de chirurgie cardiaque s'il n'est pas dans la même unité, ou est-ce que vous les conservez dans leur centre de réanimation plus polyvalent, donc moins spécialisé, au risque de finalement les transférer en catastrophe, comme vous avez pu sentir que c'était le cas dans cette situation-là? Point d'interrogation. En fait, la vraie question, à mon avis, c'est est-ce que ça aurait été mieux? À mon avis, tout a été fait bien, et la vraie question, c'est est-ce que ça aurait été mieux d'aller la cannuler avant de la transférer, ou que de la transférer et la cannuler? Parce qu'en fait, on peut imaginer, d'après ce que tu décris, si je comprends bien, qu'en gros, ça n'allait pas très fort, elle a été transférée, elle a vite mis au bloc, machin, etc. Mais le transfert chez ces patients-là, sur le plan hémodynamique, c'est forcément très complexe. Donc, moi, à mon avis, et ça fait longtemps que si on se pose la question, il vaut mieux partir toute l'équipe, quitte à ne pas mettre une ECMO sur place et à revenir avec, mais il vaut mieux partir toute l'équipe, les canules, les machins, tout ça, pour éventuellement canuler avant le transfert. Donc là, pour ce cas précis, finalement, l'enfant était en instabilité hémodynamique de par la pathologie médicale, hein, et donc la dysfonction cardiaque qui avait été constatée, mais n'était pas encore en arrêt cardio-circulatoire. Donc la stratégie de l'équipe chirurgicale, médico-chirurgicale qui était sur place, qui s'est déplacée en astreinte, parce que c'était la nuit du 24 décembre 2014, était donc finalement de transférer cet enfant qui à ce moment-là avait encore une circulation, un état cardio-circulatoire disons suffisant, pour l'emmener au bloc opératoire, là où tout le matériel était disponible et le renfort possible potentiellement. Donc il fallait traverser un couloir qui faisait à peu près 200-300 mètres en souterrain. Et finalement, l'enfant a fait un arrêt cardio-circulatoire à l'entrée du bloc opératoire. Voilà. Oui, il faut tenir compte des réalités locales et des organisations locales. Et j'ai tendance à être d'accord sur le fait qu'il faut assister de façon préférentielle sur le site où est l'enfant. Et après, ma vision qui est un peu choquée, hein, puisque l'ECMO, il faut avoir une connaissance de l'ECMO, sauf qu'on peut se faire aider des perfusionnistes et réanimateurs, mais ce n'est pas que la gestion du circuit. C'est un patient, voilà, c'est un patient aussi de réanimation polyvalent, avec un chute, une atteinte neurologique, etc., qui n'est pas spécifiquement la spécialité des réanimateurs de réanimation chirurgicale cardiaque. Et moi, je privilégie, alors c'est ce qu'on essaye de faire, pas toujours, dans la structure où je suis, privilégie la prise en charge de ce type de patient en réanimation polyvalente, mais parce que sur le site où je suis,
est aussi comme tel, et les réanimateurs perfusionnistes sont deux états au-dessus. Donc pour vous, j'ai bien entendu là, je trouve que c'est vrai que c'est très intéressant pour vous expliquer un petit peu le contexte. On a eu quasiment la même histoire d'un patient qui était un peu plus grand et qui était un garçon cette fois-ci et qui a été admis dans notre centre, dans notre réanimation post-opératoire de chirurgie cardiaque congénitale pendant environ 5 jours avec des plasmaphérèses itératives et des dialyses itératives sans finalement nécessité de pause d'assistance circulatoire. C'est-à-dire que finalement il a été transféré. Ça c'était plusieurs mois avant cette histoire que je vous présente là. Et où finalement il y a eu ce manque à gagner qu'évoquait potentiellement Nadir tout à l'heure, qui était du coup d'une gêne à l'activité chirurgicale pour un patient qui ne nécessitait pas à ce stade d'assistance circulatoire, bien que on sait la rapidité d'évolution, puisque ça a été présenté là avec ce cas-là, et l'imprévisibilité aussi de la dégradation subite de ce type de patient. Donc nous, effectivement, on a ce type de problématique parce que, encore qu'on n'a pas besoin de médicaliser avec un transport type SAMU les patients, puisqu'on est dans le même groupement hospitalier, on a quand même cette problématique-là. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous... En jugulo-carotidien avec un abord direct. Je pense que c'est plus facile de mettre une écho Toulouse. à distance quand on n'est pas en arrêt, de mettre une écho en arrêt sur Il faudrait le deuxième cas clinique à préparer. On continue la discussion, mais pendant ce temps-là, tu n'es pas de Strasbourg, tu es de Strourg. Je ne sais pas où c'est, mais tu vas... Pendant ce temps-là, tu te prépares.